Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau et j'accueille, comme toutes les semaines, ma chère druidesse Adana, alias Joël Chotan. Bonjour Joël. Coucou Christophe et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Toi Christophe, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va nickel, 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 super bien, toujours très content de te retrouver, et puis de pouvoir passer une petite heure ensemble sur, plein de sujets passionnants. Et aujourd'hui, le sujet passionnant ou les sujets parce qu'on en a 3. Mmh. 3 3 on Un gros sujet. un gros sujet, mais Mmh. 3 représentations. On on va parler aujourd'hui de déesses, Mmh mh. les déesses des 3 déesses majeures dans le druidisme. Les déesses que sont Brigitte, Dana et Anna. Alors après, Joël va un peu vous nous expliquer un peu mieux les différents noms qu'on prête à ces déesses et puis surtout qu'est-ce qu'elles représentent. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Peut-être on peut commencer par c'est la place des déesses dans le druidisme. J'ai l'impression qu'on a, alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais on a plus de déesses que de dieux ou en fait pas du tout, c'est équilibré finalement? Je crois que c'est assez équilibré dans le Ouais. druidisme, ouais. Il y a vraiment, cette, comme on l'a manifesté dans nos épisodes du féminin sacré et du masculin sacré, mais je crois que c'est assez équilibré, dans le druidisme. Mais il y a quand même, la déesse primordiale, Dana qui vient avec sa tribu, mais ça reste une féminine chef, en fait. Voilà, c'est ça. Mmh mh. Mmh. Donc on va commencer par, parler de Dana peut-être? Oui, ouais, on peut commencer de parler de Dana. Alors, que représente Dana dans le druidisme, très cher Joël? Alors, Dana, c'est une figure mythologique qui vient du mythe de la tribu de Dana, Tuatha de Danann, néerlandais, qui est en fait un, une tribu qui viendrait d'un autre monde et qui arrive en terre d'Irlande pour s'installer en terre d'Irlande. Et elle arrive sur un bateau qui vole, on en a déjà parlé, et en fait, elle vient de, l'Hyperborée, ce lieu mythique, qu'on appelle les terres de la jeunesse éternelle, qui aurait disparu, et la tribu de Dana vient avec, 4 attributs de cette, terre originelle qui a disparu, un peu comme on peut l'associer au mythe de l'Atlantide qui disparaît, l'Hyperborée. C'est la même chose, c'est que cette terre, elle disparaît. Je pense que c'est aussi la fin de ce temps-là, et il y a des survivants à ce cataclysme, en tout cas des élus, pour transmettre plus loin la sagesse de cette terre. C'est la tribu de Dana et elle vient en tant que, matriarche de cette tribu avec, plein de dieux et de déesses, extrêmement puissants qui l'accompagnent et qui sont, dotés d'attributs qui viennent de ces îles: une lance, une épée, une coupe, enfin un chaudron, et une pierre. La pierre de Phal, l'épée de Nuada, la lance de Lugh et le chaudron de Dagda. Mmh. Et ces 3 pierres,
elles viennent, enfin ces 3 pardon, ces 4 attributs, ils viennent accompagner des dieux et des déesses sur ce bateau qui vole et qui arrive en terre d'Irlande pour s'y installer. Donc ça, c'est un peu le germe de la pensée druidique, qui vient s'installer dans un berceau celtique, hem, qui lui a déjà une très forte, connaissance, enfin en tout cas un très fort intérêt pour la terre et les cycles, et donc du coup qui est déjà dans un culte majoritairement matriarcal, mais on va l'expliquer. Qu'est-ce qu'on entend par ce type de culte matriarcal? Et donc la tribu de Dana, elle vient s'installer dans avec quelque chose de similaire vu que, bah, du coup elle peut s'entendre avec parce qu'elle vient avec ce même type d'énergie. Mais il faut savoir que Dana, ben, on dit que c'est la mère des dieux, mais les dieux et déesses qui viennent avec elle ne sont pas tous ses enfants et c'est plutôt comme une tribu, donc la notion de clan qui est d'ailleurs très importante dans le druidisme et c'est le déplacement d'une tribu complète, mais avec voilà, comme pour, matriarche, Dana. Elle représente vraiment, la notion de persévérance, d'amener, la tribu vers, un lieu sécure, de mettre en sécurité et ce qui est intéressant, c'est que dans sa démarche à ce moment-là, elle va plus avoir une, fonction, masculine. Même si Mmh. elle est dans une posture féminine, en tant que guide et cette dimension de mettre en sécurité, ça, c'est plus un attribut masculin parce que c'est l'attribut de la «sécurité guerrière» entre guillemets, donc on est plus sur quelque chose de masculin. Mais après, dès le moment où elle s'implante dans la terre et elle y crée un foyer, à ce moment-là, elle prend pleinement sa place de déesse et ça va être, ben, une déesse de la terre nourricière, des collines et des montagnes. On la voit dans tout le paysage, parce qu'elle représente ensuite la terre voilà, sur laquelle elle est posée. Quand on voit, des fois dans certains je sais pas si vous avez vu Vaiana, mais on voit une île, elle représente une déesse couchée et quand je suis allée à Hawaï, il y a j'ai passé du temps avec un chaman et en fait, il me disait: «Regarde cette île là-bas, ça représente une déesse couchée et on voit le ventre de la déesse et on voit les seins de la déesse» et Dana, c'est vraiment ça, c'est quand je regarde le paysage, je vois des formes et ces formes représentent, ben, l'énergie d'une femme enceinte parce que c'est une colline bien ronde, voilà, les seins pour le côté de la fécondité, de la nourrice, la terre nourricière avec des formes de seins et cetera. Puis on retrouve ça dans dans le paysage et donc du coup, c'est une façon de voir la déesse dans la nature elle-même. OK. Qu'est-ce que ça implique quoi dans la société, druidique, celto-dé druidique, le fait que la déesse mère soit une déesse du coup, une matriarche? Mmh. Ça implique quoi dans le, dans la phi dans la men dans la phil j'allais dire la philosophie en tout cas ou la spiritualité, mais en tout cas dans le mode de vie finalement de ces peuples-là? Bah, ça nous amène vraiment cette notion que, la vie sur terre et les cycles qui sont présents sur terre et la notion de création de vie permanente sur terre est le chemin de base de la pensée druidique. Donc Mmh. c'est, une notion de tourne ton regard vers la terre nourricière, tourne ton regard vers ces cycles, vers la nature. C'est là que tu vas trouver, l'unité en toi. Si on reprend un peu le thème de la semaine dernière, cette quête d'unité, cette quête du Graal. Le Graal, c'est aussi la coupe dans laquelle descend un esprit, hein, c'est le recueil pour l'esprit. Ben, le féminin représenterait cette coupe et l'esprit divin représenterait le masculin qui descend et qui s'installe dans la coupe. Mais pour ça, il faut que la coupe, elle soit bien tenue, que le réceptacle, soit bien fort et le féminin, il représente ce réceptacle. Donc, c'est pour ça que les déesses, elles représentent cette notion d'accueil, de création, de coupe, de tenue, de créer un foyer sécure, de voilà, cette notion de cercle qui contient. Ça, c'est vraiment le principe, féminin
et ça nous montre Ouais. aussi que, ben, dans la pensée druidique, il y a vraiment cette notion de se poser dans la terre, de créer un réceptacle solide dans notre corps matière aussi, typiquement notre corps physique étant féminin, notre pensée étant masculine, d'avoir un corps temple qui est à l'image de ce qu'on se souhaite et qui est solide et fort pour pouvoir accueillir la pensée qui nous traverse. Donc on voit vraiment que dans le druidisme, il y a pas cette quête de sortir du système en nourrissant l'esprit, qu'on pourrait trouver peut-être dans d'autres, enseignements, mais il y a vraiment cette notion qu'à la base, revient au corps, tu vois? Mmh. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Dans le parce qu'on parlait de la semaine dernière de Avalon et du mythe arthurien. Dans les mythes arthuriens, on parle de la déesse, mais on la nomme pas Ouais. forcément. Ouais, la déesse triple parce qu'elle est souvent associée à la lune Ouais. et donc la déesse, c'est une déesse qui est toujours enfin on l'appelle la lune changeante ou la déesse changeante, Mmh. parce que le féminin est très changeant comparé au masculin qui lui est beaucoup plus stable dans l'énergie, qui est plus directionnel. Tandis que, ben, dans ce cercle, on peut être au fond du cercle, on peut être enfin à la coupe, tu vois? Au fond de la coupe, au-dessus de la coupe, sur les bords de la coupe. Donc c'est comme quand on regarde la lune, elle peut être croissante, décroissante, pleine ou noire. Donc la déesse, on parle de une déesse souvent, Ouais. mais c'est une déesse qui est changeante, donc qui n'aura jamais le même état, comme la OK. lune. Mmh mh. D'accord. Est-ce que on passe à Brigitte? Ouais, alors Tu veux nous parler de Brigitte? ouais, alors Brigitte, ben, c'est aussi une des grandes matriarches du druidisme. C'est une déesse qui ne fait pas partie de la tribu de Dana, on pourrait commencer par ça. Elle est présente en terre d'Irlande depuis la nuit des temps, on sait pas trop de quand elle arrive, en fait. C'est un peu Mmh. comme la Kailash, ces déesses, qui sont là, en fait. Et Brigitte, elle représente l'esprit même de la pensée, celtique de l'époque qui est basée sur le thème de la tripartition. Si tu te souviens, le peuple celte, il vient du centre indo-européen, enfin de ce peuple indo-européen qui était plutôt, dans les terres autour de la Turquie et cetera et ce berceau un peu de l'humanité, il avait une pensée triple qu'on retrouve encore, en Inde avec, les différentes castes. Et l'esprit celte, en fait, il est basé sur cette tripartition et cette déesse, Brigitte, elle représente l'esprit de cette tripartition dans le principe féminin OK. et donc du coup, elle va être la déesse de la poésie pour la pensée. Pour la parole, elle va être la déesse de la guérison parce qu'elle va choisir des mots et des invocations pour guérir. Et puis, elle va être la déesse de la forge pour la dimension de l'action. Et donc elle excelle dans 3 arts, l'art du feu, l'art de l'eau, l'art de la guérison et l'art de l'esprit, l'art de la capacité à mettre en mouvement l'eau et le feu ensemble, qui sont 2 éléments qu'on va chercher à mettre en paix dans le druidisme. On dit que l'eau et le feu, bah, typiquement, c'est le feu quand le soleil se couche et qu'il rentre dans l'eau, le feu et l'eau se rencontrent et ce moment-là, il est très important dans le bouddhisme, il représente une quête d'équilibre entre le feu et l'eau qui se réunissent et en fait, D'accord. il y a vraiment le fait que le feu et l'eau, un jour, seront réunis et en paix ensemble et à ce moment-là, il y aura l'unité sur terre et la paix sur terre et la déesse Brigitte, avec sa capacité de guérison et de forgeronne, avec l'esprit de la poésie qui, lui, est l'esprit qui vient, du coup, insuffler vraiment cette réunion du feu et de l'eau. Elle est gardienne d'un pouvoir immense, en fait. Elle est vraiment, c'est une déesse qui est vraiment très, 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 bah, très vénérée, hein, d'ailleurs, à travers toute l'Irlande, on retrouve, la croix de Sainte Brigitte par-ci et Sainte Brigitte par-là et en fait, il y a aussi un village en Irlande où on continue de l'honorer, qui est le village de Kildare, où en fait, il y a eu pendant plus de 1000 ans une flamme perpétuelle qui était allumée en son honneur, qui a disparu malheureusement au XVIe siècle avec la réforme anglaise où, du coup, ils ont éteint cette, flamme malheureusement. Mais pendant plus de 1000 ans,
c'était, des prêtresses qui ont entretenu cette flamme, ce feu perpétuel pour, la déesse Brigitte et qui avait été ensuite repris par une église qui avait continué d'entretenir cette flamme. C'est beau, hein? Ouais, 1000 c'est ans d'un feu originel ouais. et ouais, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Imagine la conscience du feu après 1000 ans d'existence. Ah ouais, c'est incroyable. Mmh mh. Donc c'est difficile d'imaginer, ouais, je pense que ouais. Ouais, ça je savais pas, tiens. Et c'est dans l'Irlande, tu parles de l'Irlande de quelle partie, si on parle géographique? C'est l'Irlande du Nord ou l'Irlande du Alors c'est au sud-ouest de Dublin, c'est environ à 40 minutes de route de Dublin, sud-ouest. Mmh mh. Et il y a toujours il y a plus maintenant de feu. Il y aurait un feu qui serait encore regardé dans un centre, spirituel, mais j'ai rien trouvé de voilà, je vais y aller, prochainement pour aller rendre visite à cet endroit, ça m'attire. ouais. Mais ouais, c'est un lieu qui est extrêmement puissant. Et Brigitte, on la rep elle est représentée sous quelle forme en général? Alors, très souvent, elle est gardienne des cycles et du changement. Elle est honorée à Imbolc, qui est la fête du 1er février et elle est très souvent représentée avec des flammes dans les mains, en tant que gardienne du feu, avec la croix de Sainte Brigitte, qui est une croix faite en joncs qui sont tressés, qui sert à gardienner la maison. Souvent, on la met au-dessus de l'âtre, on l'accroche. Et puis, j'en ai une là avec une prière, je peux vous montrer. Ça, c'est la croix de Sainte Brigitte avec, donc une prière en irlandais. Ouais, je sais plus maintenant ce que c'est écrit. C'est une protection pour la maison. Ah oui, ça veut dire «Blessing on this house». C'est, les, la bénédiction sur cette maison en Irlande, en gaélique irlandais. Mmh. Voilà, ça c'est la croix de Sainte Brigitte avec les joncs tressés. Représente les 4 éléments, les 4 directions, aussi la roue du temps qui tourne et la puissance que l'on peut mettre dans le centre, parce qu'elle est vraiment gardienne du foyer aussi, hein. C'est la gardienne des maisons, la gardienne du foyer central et du feu central. C'est elle qui permet de gardienner le feu du foyer qui rassemble les gens autour d'un point central. Donc à l'intérieur de nous, typiquement Brigitte, c'est vraiment la gardienne de notre feu central, de l'énergie au centre de nous-mêmes, de cette puissance au centre de nous-mêmes, qui fait qu'on ne s'éteindra jamais. Je sais pas si vous l'avez déjà senti, je sais pas toi Christophe si tu le sens ce truc qui fait que tu sais que quoi qu'il en soit, tu tiendras debout en fait. Oui, Je le sens vraiment c'est comme un axe lumineux dans ma colonne, mais c'est aussi un feu immense qui est dans mon bassin et je sais que quoi qu'il en soit, ma puissance sera toujours là et je tiendrai toujours debout. C'est vraiment un truc, c'est une foi inébranlable en la vie. oui, c'est ça. Mais la vie Ouais, c'est juste. au-delà de la mort, hein, c'est Ouais, la ouais. vie, en tant que cycle. Mmh. D'accord. OK. Et ça, c'est vraiment l'énergie de Brigitte, cette puissance-là. L'énergie de Brigitte, ça. Mmh. OK. Son parrain, Hem, c'est Lugh, son couple, c'est le dieu Lugh, qui est en face d'elle au 1er août, c'est la fête en face. oui, Fêter le 1er août, donc Lugh qui est le gardien de tous les arts et Brigitte qui est la gardienne de 3 arts quand même, des arts majeurs, hein, qui sont tous des arts druidiques. L'art de la poésie, c'est les bardes, l'art oui. de, Rire, c'est les ovates. d'écrire, c'est les ovates et l'art de la forge, c'est un des arts druidiques parce que le forgeron était druide. Donc voilà, les forgerons, faisaient partie des arts druidiques. Donc c'est aussi l'art de gardienner la puissance, de l'espace sacré et enfin bref, c'est vraiment, c'est une très, très grande déesse. Donc voilà, on peut encore la rencontrer à plein d'endroits en Irlande. Il y a plein de lieux dédiés à Sainte Brigitte, voilà, si vous avez l'occasion d'aller la visiter. Mais on la voit plutôt là, bah, dans cette région-là, en Irlande, parce que je réfléchis en Bretagne, je en même temps, les symboles et tout ont été recouverts ou transformés par le christianisme, donc c'est Mmh. difficile de reconnaître. Ben, en tout cas, s'il y en a qui connaissent des lieux dédiés à Sainte Brigitte, en dehors de l'Irlande, n'hésitez pas à nous les mettre en Ouais, commentaire. ça serait Ça cool, hein. peut peut-être, inspirer des personnes d'aller la visiter. C'est vraiment aller rencontrer Sainte Brigitte, c'est vraiment se mettre,
en lien avec, une énergie puissante dans le féminin et activer la puissance du féminin en nous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein. On va en parler un Oui. petit peu après de la symbolique de ça. Mmh. Très bien et puis la troisième déesse dont tu voulais parler, puis qui est une déesse qui est très proche de toi, Mmh mh. qui est Anna Mmh. ou Hanoun? Anu, ouais, ou Anan. Hanan, pardon, Ouais. je Anu, Anan, ouais et Anna. donc qui est pas Dana, hein, c'est 2 enfin, parce que parfois on pense que c'est la même? Oui, ça dépend un petit peu des orientations. Elles sont très similaires, mais Anna n'est pas venue, sur, un bateau qui vient de terre d'Irlande, enfin sur la terre d'Irlande. C'est une déesse qui était présente en Irlande aussi et qui représente la dimension, nourricière, féminine, matérielle, féconde de la terre. Ça serait un peu la dimension de Gaïa. Dana représenterait quelque chose qui vient d'ailleurs et qui vient féconder la terre d'une dimension, féminine spirituelle, tandis que Anna, ce serait plutôt celle qui l'accueille, en son Mmh, sein. Donc dans ce sens-là, elles sont similaires, mais mais elles peuvent être aussi 2 principes, séparés. Et Anna, en fait, ben, il y a aussi un site en Irlande, qu'on peut, aller voir pour rencontrer, Anna. C'est les Paps of Anu. C'est en fait, ça représente la poitrine de Anna qui, sont 2 petites collines sur lesquelles il y a des cairns qui sont plus au sud de la terre, d'Irlande. Pourquoi je vous parle beaucoup de l'Irlande? C'est parce qu'en fait, on est sur, un lieu qui a gardé la mythologie celtique pendant très longtemps, qui a été christianisé, beaucoup plus tard, qui a été pas romanisé et donc du coup, on est sur quelque chose où le druidisme et le christianisme ont été beaucoup pendant beaucoup plus longtemps à évoluer ensemble avec, des sites qui continuent d'exister et qui vénèrent, la le druidisme, enfin, en tout cas la pensée druidique donc c'est vraiment une grande chance d'avoir encore une terre qui nous permet de ressentir ça, quelque chose qui est encore vivant en fait. ouais, c'est ça. Que chez nous, on a bien, bien perdu. Donc voilà. Et sinon, ben, tous les sites dédiés à Sainte Anne, bah, alors ça, il y en a, pléthore, hein. Tant en Suisse, moi j'en connais une magnifique église dédiée à Sainte Anne, en Valais, qui est sur une petite colline, Heinisbiel, je crois que ça s'appelle. C'est petite colline magique, en Valais, après Sierre et puis, bah, il est dans mon guide des hauts lieux d'énergie de Suisse romande, dans les sites valaisans. Et puis, sinon, bah, il y a des saintes Anne partout parce que c'est la gardienne de la Bretagne, sainte Ouais. Anne, la matriarche de la Bretagne. Donc du coup, elle représente vraiment cette, voilà, cette mère nourricière, cette énergie féminine de base. Hem, voilà, qui représente un peu ce serait un peu comme Marie, on pourrait dire. Dans, le panthéon celtique. Mmh mh. Dans le Marie dans le sens, la mère originelle. Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, c'est Incarnée sur terre, c'est pas Ève, ça. par exemple. C'est pareil, ouais. Non. Ouais, c'est ça. Oui, donc c'est vrai que c'est proche d'Anna et Anna sont assez proches parce qu'il y a l'idée de mère nourricière, de terre nourricière, de et puis probablement que comme Anna était, déjà implantée en Irlande quand Dana est arrivée, ça a dû créer Voilà. des mélanges dans le temps, en fait. Oui et Dana représentait ça dans l'autre monde et elle vient dans ce monde pour fusionner avec. Donc, Mmh. c'est une mère nourricière d'une terre d'ailleurs qui vient amener sa sagesse pour la terre d'ici et la rendre accessible du coup aux hommes en la mélangeant avec. Et on retrouve ça aussi, dans la Genèse, avec, vraiment, des êtres qui viennent d'un autre monde, qui, viennent sur terre et qui trouvent les humains, à leur goût et qui décident de vivre avec. Enfin, on retrouve ça, hein, dans les textes de base, dans les Elohim. Et et du coup, toi, tu as une relation particulière avec Anna. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors, ben, bah, c'est quelque chose de très précieux pour moi donc je vous invite à ouvrir votre cœur pour ceux qui nous écoutent
à vraiment écouter avec, beaucoup de douceur tout ça, parce que c'est quelque chose que je vous livre qui est un espace très, très intime de moi. Mais, voilà, c'est, depuis que je suis petite, je vois une femme, qui vient me parler. Quand j'étais petite, ben, je disais à mes parents que je voyais une dame qui était assise à côté de moi dans mon lit et qui me parlait mais j'avais pas peur d'elle, mais en fait, j'avais peur du fait que les autres la voyaient pas. Donc je disais tout le temps à mes parents: «Mais il y a la dame qui est là» et en fait, ben, pour eux, en fait, il y avait pas de dame, donc ils me disaient: «Mais non, il y a personne». Ils essayaient de me rassurer à leur façon, voilà, mais moi je la voyais cette dame et puis j'ai continué de toujours la voir et avec le temps, j'ai vu je voyais pas qu'elle, hein, je voyais d'autres choses, et en fait, entre autres, je voyais mes ancêtres, mais dans leur souffrance et donc je voyais, ben, des femmes brûlées, le visage à moitié brûlé, des choses vraiment difficiles à voir pour des yeux d'enfant et à un moment donné, c'était tellement, tellement embêtant au point que je voulais plus dormir parce que je les voyais tout le temps la nuit dans ma chambre. Et elles venaient, elles voulaient ces femmes, elles demandaient de l'aide, en fait, et moi, je savais pas quoi faire et j'étais pas accompagnée pour pouvoir, Mmh. du coup, faire quelque chose par rapport à ça et puis, j'ai demandé à plus voir. Donc, il y a toute une part à ce moment-là sur lequel il y a eu un voile qui a été mis parce que c'était trop violent pour moi. Il faut savoir que quand c'est trop violent, ben, du coup, l'inconscient, il va mettre un voile pour pouvoir faire en sorte de filtrer pour que ça soit plus confortable, l'expérience. Donc il y a toute une part que je ne vois plus. Donc elle, je la vois plus. Elle est partie dans le lot, malheureusement, mais je la sens à l'intérieur de moi et puis, enfin, je sens quand elle vient à l'intérieur de moi et puis je sens aussi quand c'est elle qui parle, parce qu'il y a des moments, en fait, où c'est elle qui va parler pour, transmettre quelque chose. Donc là, typiquement, maintenant, on est 50-50. Je sens sa présence et je sens encore ma texture à moi, mais je sens sa texture à 50 aussi à l'intérieur de moi. C'est quasiment le cas pour, la plupart des podcasts, puis quand dans tous mes enseignements. Puis ce qui est chouette, c'est que, ben, elle a un enseignement qui est très profond, auquel moi, en tant qu'âme Joël, j'ai pas encore autant de connaissances et donc du coup, elle complète en fait, ben, typiquement quand tu poses des questions, par moments, c'est elle qui répond, par moments, c'est moi. Pour ceux qui sont très sensibles, des fois, ils entendent la teinte de ma voix qui change légèrement. Et puis, bah, voilà, quand elle est là, je me sens plus complète, plus à l'aise, rassurée parce que je sais qu'elle va pouvoir raconter plein de choses et et voilà et comment j'ai su que j'ai commencé à sentir aussi qu'elle était là, c'est que, bah, j'ai tellement l'habitude qu'elle soit là depuis toute petite, elle est là donc je pouvais pas sentir comment c'était enfin, je sentais pas les différences, mais c'est un jour un ami qui était là et qui allait pas bien, qui était chez moi, qui me connaissait bien et puis, bah, il allait pas bien, puis il fallait un petit peu, l'accompagner, mais de manière assez, voilà, un peu lui mettre, les yeux en face des trous comme on dit et puis, à un moment donné, ma voix a changé et puis, Anna s'est mis à lui parler, mais de manière assez directe et un peu confrontante parce que, ben, c'est une déesse de la terre, elle va droit au but, en fait et il y a moins d'espace, de bien et de mal, en fait, c'est les choses doivent être dites comme elles doivent être dites et en fait, il est resté un peu comme ça et il m'a dit: «Mais c'est qui parle?» Il a cru que j'étais possédée. Je l'étais d'une certaine façon, mais par quelque Oui, chose de positif. quelque sorte. Et donc donc moi ça m'a sur le moment ça m'a aussi secouée. Puis j'étais: «C'est vrai ça, c'est qui a parlé?» Enfin, je me suis rendu compte que j'étais pas pleinement là, puis j'aurais pas choisi ces mots-là forcément non plus et donc je lui ai demandé de partir parce que j'avais besoin d'être, seule. Enfin, j'ai demandé à cet homme de partir pour pouvoir moi être seule avec moi-même pour pouvoir faire le point. Parce que ça m'a vraiment surprise et puis, ben, je me suis simplement assise, j'ai accueilli cette énergie et je lui ai demandé de se présenter et là, j'ai vu écrit Anna avec tout des espèces d'entrelacs.
Donc j'étais déjà sur le chemin celtique, ça c'était en 2008 que c'était ça. J'ai commencé mon chemin celtique en 2002, oui, non 2004 je crois, 2004 il me semble, oui et donc du coup c'est en 2008, donc j'avais déjà commencé ça, mais voilà, j'avais jamais trop pris le temps de plus étudier. La déesse Anna, je la connaissais pas et j'ai cherché ensuite, qu'est-ce que c'était ce nom Anna? D'où ça venait? Et puis, je me souviens, j'étais devant mon ordinateur et je lis Wikipédia. C'était comme ça qu'on cherchait, hein, toujours Wikipédia. J'aime beaucoup chercher, je cherche encore sur Wikipédia, mais à l'époque, c'était vraiment mon premier réflexe Wikipédia. Donc du coup, je regardais sur Wikipédia, qu'est-ce que ça voulait dire Anna? Et donc c'était un nom d'un dieu d'un un prénom égyptien, un prénom masculin en Inde, et cetera. Puis, j'entends sa voix qui dit: «Relis encore une fois» et je relis et je vois rien qui me flash, en fait et je l'entends qui me dit: «Relis encore une fois s'il te plaît, comme il faut» et là je lis la troisième fois, ce qui est me symbolique, hein. La troisième fois je relis et là, à la troisième lecture, le deuxième paragraphe apparaît, alors que les 2 premières fois, le deuxième paragraphe était Tu l'avais invisible pas vu? à mes yeux, hein. Non, Ouais. invisible à mes yeux. Comme quoi nos yeux filtrent bien l'info, hein. Donc à ma troisième lecture, je vois la partie vraiment un gros paragraphe comme ça, en deuxième position, qui disait que, ben, Anna, c'était la déesse mère chez les Celtes, et cetera et là, en fait, ça a été un choc. C'est comme si on m'avait ouvert le cœur d'un coup Mmh. et je me suis mise à pleurer et je pouvais plus rien faire de moi. Tellement c'était comme si on m'avait, ou ouais, comme si on avait pris mon sternum, on l'avait ouvert et en fait, je me retrouvais nue avec toutes les viscères à l'air et c'était j'étais là et il y avait une énergie qui s'est mise à circuler en moi parce que c'est comme si à ce moment-là, il y a vraiment eu le match complet et depuis là, ben, je j'ai eu beaucoup de discussions avec elle. Maintenant, je sens quand elle est là, quand elle est pas là. Je lui ai déjà beaucoup demandé quel était notre lien, donc elle est moi, mais à un plan supérieur. Donc c'est un peu ma guide, mais c'est aussi mon âme à un plan supérieur et donc du coup, j'incarne sa sagesse dans le plan de la matière et mon rôle est de la transmettre. Ce qui fait que l'orientation de l'école Éoriane est basée sur la sagesse de Anna, heu, qui est la sagesse de la mère nature, en fait, de la déesse mère de la nature. Ben, voilà, qui la rend des fois un petit peu différente des autres, sagesses druidiques. Typiquement, l'orientation des directions est pas tout à fait la même et cetera. Mais, voilà, donc du coup, je suis son enseignement, je suis sa padawane. Chacun son mentor. Chacun son mentor. Voilà, donc voilà et Anna, c'est vraiment, quelqu'un d'extrêmement précieux pour moi. Mmh. OK. Très bien, très bien et qu'est-ce qu'on pourrait, dire en je sais pas si c'est en synthèse, mais en tout cas, de manière plus si on prend un peu de recul sur ces 3 déesses, pourquoi on voulait parler de ces 3 déesses aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent dans notre monde de maintenant? Ouais, alors, bah, ces 3 déesses, elles nous ramènent à notre, notion de cycle et de changement. Parce que le principe même de la déesse, c'est l'acceptation des choses qui changent. Comme, on l'avait dit au début, hein, c'est la déesse, triple, la déesse changeante et la déesse des changements d'état, le féminin qui change. Et si vous avez envie de plus explorer la notion du féminin sacré, vous pouvez aller sur, l'épisode du podcast qu'on a fait à ce sujet, il y a quelques semaines en arrière et donc la déesse, elle nous apprend vraiment à nous mettre en paix avec la notion de vie et de mort. Parce qu'elle va générer la vie, mais pour générer la vie, il y a une mort dans l'autre monde et ensuite, bah, il y a la mort dans ce monde pour redonner la vie dans, l'autre monde et la déesse, elle incarne cette acceptation complète de ce cycle. Donc le féminin au niveau des déesses, c'est vraiment, si on sort de la dualité bien-mal, c'est vraiment cette acceptation que tout est changeant, tout est cyclique. Dans la nature, tout change et c'est cette énergie qui tourne. Tu vois, typiquement, le cycle des saisons qui est représenté sous forme d'une roue avec les 8 fêtes calendaires. Bah, ce cycle-là,
est une représentation du féminin et l'action de se mettre en présence dans ces fêtes est une action masculine qui, elle, va dire: «Je me mets avec un choix d'action de réaliser ces fêtes». Ça, c'est la part masculine, mais le fait de se rendre disponible et d'accueillir, la fête en nous, c'est une énergie féminine. Donc c'est vraiment à travers la nature, les cycles et les changements qu'on rencontre ces déesses et c'est pour ça qu'elles sont aussi, très présentes dans le druidisme, parce qu'ils étaient extrêmement en lien avec, tous les cycles et la nature et le changement des saisons, tu vois? Ils le Ouais. vivaient, hein, c'est pas comme nous, on est au chaud là dans notre maison en train de regarder dehors, il fait froid. Hem, ben, on vit les saisons, mais on les vit pas comme eux, hein. Eux, ils étaient, tout le temps en lien avec, en fait, à vivre avec. Alors oui, ils étaient forcément plus exposés parce que plus en contact et plus, moins «protégés» entre guillemets, Mmh mh. en tout cas dans la matière. Mmh mh. Comme nous on l'est, maintenant, on est un peu déconnectés de tout ça, ouais, si on fait pas attention, c'est vrai. Mmh On mh. peut passer un peu à travers, hein, dans notre monde moderne, Mmh mh. et de passer complètement à côté du fait que ces cycles, ils sont importants, parce qu'ils im je trouve que c'est important de dire que les cycles, ils impliquent aussi comment dire? Une un mode de vie un peu, j'aime bien l'idée de toujours de dire en hiver, on se repose, on rentre un peu en intérieur de soi, Mmh mh. on prépare le cycle suivant, puis après au printemps, on commence à mettre en place des choses, puis l'été, on le vit, puis l'automne, on voilà, il y a cette idée de cycle de la nature et de notre façon de nous de vivre aussi ces cycles, Mmh mh. qui est je trouve intéressant dans le druidisme et qu'on a un peu perdu dans notre monde moderne où à part, dire, le 1er janvier: «Je repars sur une nouvelle année, donc je vais prendre plein de bonnes intentions Mmh mh. que je vais oublier 15 jours après». Mmh mh. Ou C'est pas. un peu, Bah, c'est parce ouais, qu'on est proches, hein, c'est pour ça que tu dis ça. ouais, c'est ça. Le nouvel an, c'est après-demain là pour nous au moment où on enregistre, mais c'est Ouais, le nouvel an du calendrier, profane, le calendrier sacré, il a commencé le 1er novembre pour nous. Moi pour moi, on est déjà dans la nouvelle année, le nouvel an, du 31 décembre au 1er janvier, pour moi, il a en fait, en vrai, je le fête pas. tu le fais pas du tout? Pas du tout. Moi, je suis un peu entre les 2 là, tu vois? Je suis pas assez encore, enfin, il y a pas de critique en fait, je me dis: «Mais je vais encore fêter avec mes amis le Ah mais 31 ça oui! passage au 1er janvier». Mmh mh. Puis dans ma tête, j'ai encore un petit peu: «Ah ouais, c'est la nouvelle année». Je dis: «Mais non, mais en fait, on l'a déjà démarré la nouvelle année. Rappelle-toi le 1er novembre». Je suis un peu entre les 2 là et c'est un peu, perturbant. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je t'avoue Ah que si bon, j'avais une bonne fête, j'irais, hein. Je résigne jamais contre une fête, prétexte, hein. enfin la Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que tous mes amis ne fêtent pas le nouvel an parce qu'ils l'ont f on l'a fêté le 31 ou faut que je me trouve un cercle d'amis qui fêtent le 31 décembre ou 1 pour avoir une vraie belle fête. Comme je le fêtais autrefois, le nouvel an, c'était vraiment très cool. Mais là, maintenant, j'ai plus ça. ouais. Alors moi, je suis entre les 2. Voilà, je fais les 2. Bon, si jamais la prochaine fois, je viendrai fêter nouvel an avec toi. Je te dirai, je t'inviterai, dans ce cercle d'amis qui fêtent encore le 31. Mmh. Heu, non, mais Je serai que ça pour la fête, de toute façon. ouais, de toute façon, voilà, c'est un bon, alors la fête, ça, c'est OK. C'est juste que c'est l'idée de dire: «Mais on redémarre un cycle au 1er», mais en fait, non, parce qu'on a déjà redémarré au 1er novembre. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué, en ce moment-là. Je suis un peu C'est 2 dans calendriers l'embrouille. différents, Christophe. Bah, ouais, Il y a le calendrier pour moi sacré qui commence le 1er novembre et le calendrier profane, moi je suis quand même, soumise. J'ai les enfants à l'école, ils commencent leur c'est ça. année, mi-août. Enfin, tu vois, j'ai quand même des calendriers différents sur lesquels je me base. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est ça lequel je m'adapte et c'est vrai que je pense que plus on est en lien avec, la nature et les cycles de la nature, moi ça a plus de sens d'être en lien avec le calendrier, ce que j'appelle sacré, qui commence le 1er novembre parce que j'ai besoin de cet hiver pour me poser C'est ça. et ouais et je me sens plus alignée avec ça. Pour moi, là, je j'ai pas du tout à l'intérieur de mes cellules la sensation qu'on va commencer une nouvelle année. Elle a déjà et le nouveau cycle est déjà en cours, en fait, pour moi.
Oui, oui, puis alors je trouve que ça fait tellement plus de sens, enfin pour moi ça donne un sens au mois de novembre qui pour moi a été un mois, catastrophique. Sinon il n'a pas de sens. C'est J'aime bien donc le fait de commencer le 1er novembre et d'entrer dans cette phase de plus interne, oui, Mmh mh. dans la réflexion, dans la planification de nouveaux projets ou des choses comme ça, je trouve, c'est le 1er novembre je le trouve plus approprié que le premier janvier où c'est déjà, je veux dire on a déjà les jours rallongent, donc ça Mmh. ça fait moins de sens, mais j'allais dire on le subit, en tout cas on le vit comme calendrier, enfin voilà, ça fait plus de 50 ans que j'ai ce calendrier dans la tête, il y a des vieux réflexes ancrés en moi qui continuent d'exister. C'est normal. Donc donc C'est le World Dragon. ouais, c'est ça. Mmh. Ces déesses, ont donc cette signification symbolique du cycle, des cycles, Mmh mh. qui est tellement je pense qu'elle est tellement primordiale finalement dans le druidisme mais tellement l'apport est tellement fort pour le monde dans notre monde moderne. Je trouve que si vraiment déjà rien que ça, si on arrivait déjà juste à rétablir un peu ça Mmh mh. ou à se raccorder, Mmh. reconnecter à ça, aussi que ça serait déjà on aurait déjà, fait un grand pas je trouve, hein. Mmh. Oui et puis, ben, dans notre être aussi, hem, on a tous et toutes eu dans nos lignées des femmes qui ont, vécu des traumatismes, des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères, en lien avec le thème de la vie et la mort. Ben, typiquement, des morts prématurées, une femme qui meurt en couche, qui laisse les enfants et cetera et tous ces traumatismes dans les lignées, créent une rupture dans cette acceptation des cycles et donc on a tous et toutes le besoin de remettre la paix dans cette dimension de la déesse en nous parce qu'elle n pas dans la il y a rares sont les gens qui n'ont pas peur de la mort. Parce qu'en fait, il y a vraiment une crainte de la séparation, de l'abandon, de, voilà, de tout ce que en fait, la difficulté de l'acceptation du cycle mort, vie, renaissance, implique et implique en fait une acceptation. Bah, ça reprend un peu le sujet de la semaine dernière, cette notion d'acceptation des choses de la vie et de se poser en tant qu'acteur et être en action malgré le fait que tout tourne et tout change. J'aime beaucoup le druide, c'est la capacité d'être debout dans le changement, d'être aligné dans le changement. Donc du coup, tu vois, tu as une double énergie. Tu as le changement avec la roue qui tourne et tu as l'alignement qui lui est masculin dans, ce changement et c'est pas être aligné dans rien, c'est aligné dans le changement, donc aligné masculin dans le changement féminin et donc du coup, ça reprend vraiment cette notion de je mets ces 2 énergies en moi pour pouvoir prendre place dans l'existence et dans les expériences qui me sont proposées et ben, la déesse, elle, c'est la notion du changement. Et cette acceptation, elle peut être difficile selon les traumatismes familiaux qu'il y a dans nos lignées. Et une des grandes guérisons que je peux vous proposer par rapport à ça, parce que moi aussi j'ai vraiment dû travailler des très, très, très gros traumatismes dans ma lignée. Typiquement mon arrière-arrière-grand-mère, elle est décédée en donnant naissance à son deuxième enfant. Donc moi je suis issue de la lignée de son premier enfant, sa première fille, qui elle en fait s'est retrouvée orpheline de maman. Son papa est encore là à ses 4 ans, le 25 décembre, quand, ben, du coup, elle est décédée en couche, de la naissance du deuxième enfant, d'une hémorragie et depuis là, toutes les femmes dans la lignée, mon arrière-grand-mère, ma mère, ma sœur et moi, on a eu des hémorragies à la naissance de notre deuxième enfant et donc tu vois à quel point ce traumatisme est ancré pour continuer de s'exprimer. Et ça montre à quel point il y a une rupture dans l'acceptation du cycle et ça, moi, c'est quelque chose, je l'ai pris comme un élément hyper important dans ma vie à mettre en paix, parce que je sens qu'il a clairement besoin d'être en paix, aussi parce que j'aimerais pas le transmettre plus loin, parce que c'est assez inconfortable comme expérience, mais alors personne d'autre dans ma lignée n'est mort, mais tu vois, c'est vraiment on voit qu'à quel point il y a un trauma
qui génère une expérience parce qu'il cherche à se guérir, parce qu'il est pas du tout en paix, en fait. Ouais, Et c'est quelque chose d'extrêmement beau parce que j'ai pris vraiment le temps de mettre en paix cette arrière-grand-mère. En plus, elle s'appelle Magdalena. C'est quand même symbolique, tu vois? Et de l'écouter vraiment, de prendre les déesses, de leur demander de l'aide pour qu'en fait ce cycle soit accepté. Qu'en fait ça soit accepté qu'il peut y avoir une naissance et une mort simultanée et qu'en fait ça fait partie de l'expérience de la sur la terre et je sais ô combien c'est difficile et ô combien ça a été traumatique pour que 5 générations plus loin, ça se sente encore. Mais voilà, c'est des expériences qui sont guérissables par l'énergie des déesses. Pas que, hein, parce que j'ai fait, de la psychogénéalogie, j'ai fait des constellations familiales, j'ai fait des régressions, j'ai fait des voyages chamaniques, j'ai fait 1000 et une choses pour aller à la rencontre de cette femme. Mais aussi, j'ai vraiment décidé de prendre soin du cycle, de contempler qu'à l'automne, les arbres, ils perdent leurs feuilles et c'est OK. De contempler qu'au printemps, les arbres, ils ont leurs feuilles qui poussent et en fait, ils viennent de passer l'hiver sans rien du tout et en fait, ça va. Tu vois? C'est vraiment, l'acceptation complète que la feuille qui est un projet pour un arbre, pour une saison, à l'automne, elle tombe, elle se détache et elle devient de l'humus et heu oui, et ça fait partie de l'expérience même de la feuille. De vivre, en tant qu'attaché à l'arbre pendant de avril à octobre et en fait, cette création de l'arbre elle-même qui vit attachée à l'arbre, bah, elle tombe, elle se détache de l'arbre et elle vient au pied de l'arbre pour faire de la nourriture pour la forêt et ça fait partie de l'expérience et si on tu si on souffrait tous de chaque feuille d'arbre qui tombe parce qu'on se dirait: «Oh mon Dieu, elle se détache de sa maman». Tu vois, le principe féminin? Et en fait, mais tu le traumatisme de la forêt en automne, traumatisme de la feuille, alors qu'en fait, on est là: «Waouh, les couleurs de l'automne, c'est magnifique!» exactement, Et on court dans les feuilles exactement. et c'est C'est tellement beau. l'acceptation des cycles, oui. Mais si on se met à la place de la feuille, puis qu'on, comment on dit quand on humanise? Je sais plus, on anthropomorphise l'expérience de la feuille, c'est l'horreur! Si tant est qu'on a un traumatisme de séparation. Ouais, c'est Vous ça, ouais. voyez très bien ce que je veux dire, mais Ouais, ouais. imaginez-vous, vous regarderez plus jamais les feuilles tomber à l'automne de la même Non, façon. non. Désolée. Mais ça sera l'occasion de guérir la notion de séparation et de fin d'un cycle et heu et et donc voilà, c'est l'énergie de la déesse, tout ça pour dire, elle sert à guérir et à mettre en paix des choses extrêmement profondes à l'intérieur de nous Mmh. sur l'acceptation des cycles de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer, ne serait-ce qu'aller dans la nature et voir les feuilles qui tombent et accepter que les choses, elles changent et accepter que je me tiens droite dans le changement et ben, ça, en fait, c'est mettre de la guérison dans la lignée. C'est après que toutes les autres choses que vous pouvez faire autour, mais moi, je sens vraiment que c'est pleinement, c'est pleinement aligné, en fait. C'est vraiment quelque chose que je sens dans mes tripes. Et puis c'est quelque chose qu'on peut on peut alors on peut aussi on peut travailler sur la guérison de nos ancêtres et cetera. Puis on peut aussi travailler sur notre propre guérison à nous pour éviter de la transmettre à nos enfants parce qu'on a aussi vécu nos propres expériences traumatiques, n'est-ce pas? Ouais, De la même manière en fait, c'est ça. Mmh. avec plein de douceur. Bah, ouais, c'est vraiment ça. C'est dès qu'on sent qu'il y a eu rupture dans le cycle, se dire: «Comment est-ce que je peux recréer le lien pour, voilà, pour faire en sorte que ma mon cercle soit tenu et qu'il y ait pas de» tu vois, si tu as un graal qui est la coupe, qui tient le tout, qui soit pas ébréché sur un des côtés, Mmh. que ça soit Ouais. une coupe solide et ça demande vraiment, l'acceptation de ce qui est et la tenue dans ce qui est et de nouveau cet alignement, c'est le souffle divin qui dit: «Bah, je suis d'accord de jouer le jeu dans cette tenue-là». Oups. Ouais. Oups, accident de micro. Mmh. Hem, OK.
OK. Est-ce que, là, on a un peu élargi le débat autour de nos chères déesses, mais Oui, c'était intéressant. bah, ça fait partie vraiment de l'enseignement de la déesse, hein. Il y a aussi une Ouais. autre chose, que j'avais beaucoup aimé, j'avais lu, hem et que j'avais du coup, médité et extrait du coup, une phrase à l'intérieur de moi, par rapport à ça, c'est que quand il y a des moments difficiles, je me dis toujours moi personnellement: «La renaissance fait toujours partie de l'équation» et ça c'est vraiment une phrase, hein, c'est un peu, une sorte de phrase positive que je garde toujours à l'intérieur de moi. C'est même quand il y a des moments difficiles, me souvenir que la sagesse de la déesse, c'est: «La renaissance fait toujours partie de l'équation». Donc il y a un moment ou un autre où il va y avoir une renaissance et bah, comme la lune noire qui, à un moment donné, va, donner, nouveau une lune croissante. Donc c'est vraiment cette conscience et cette foi inébranlable que la renaissance fait toujours partie de l'équation. C'est la sagesse de la déesse, moi j'aime beaucoup. La sagesse de la déesse. Magnifique, Oui, magnifique. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on quitte nos amis, avec une belle triade? avec plaisir. Ouais. Alors, les 3 secrets des mers anciennes. Dans la terre, elles murmurent les secrets de l'origine. Dans le cycle, elles initient au passage du temps. Dans le silence de la nature, elles révèlent la voix de l'âme. Waouh! Ouf! 3 secrets des mers anciennes. Dans la terre, elles murmurent les mystères de l'origine. Dans le cycle, elles initient au passage du temps. Dans le silence de la nature, elles révèlent la voix de l'âme. Mmh. Ça nous laisse très, très Mmh penseurs tout ça. mh. Ouais. Ouais. En tout cas, c'était intéressant. Enfin, finalement, moi, ce que je pense, ma c'est pas une conclusion, mais en tout cas, ma réflexion à partir de ça, c'est de choisir la déesse qui vous convient, Mmh pour l'honorer du mieux que vous pouvez et puis, parce qu'on n'est pas obligé de enfin, on vous en a proposé 3, il y en a peut-être d'autres qui vous intéressent. Faites vos recherches aussi, hein. Faites votre, Wikipédia comme Joël. Peut-être qu'il y en a une qui va plus vous parler Mmh. et mais le relier au cycle de la vie et de la mort et je trouve est vraiment intéressant et ça, ouais, ça c'est, puis je trouve c'est plein c'est très doux, voilà, Mmh mh. ça a plein de douceur en fait dans ce monde un peu difficile. Donc merci pour ça, Joël. La triade était magnifique, vraiment très Merci. belle triade. Je vous encourage à la noter et à l'afficher quelque part chez vous parce elle est vraiment, très belle. Mmh. Ouais, Voilà. puis, ben, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que s'il y a des déesses que vous aimez bien, vivez les saisons avec elles. Mmh mh. Et puis s'il y a des ancêtres que vous sentez en difficulté dans vos lignées, des ancêtres féminins, du coup, vivez aussi les saisons avec, ou des ancêtres masculins, hein, mettez-les dans enfin, demandez l'aide des déités féminines pour, l'acceptation des cycles et du changement. Mais, vivez les saisons avec, faites-leur contempler les feuilles à l'automne qui tombent, les feuilles au printemps, enfin, ce que j'aime vraiment dans la sagesse druidique, c'est cette facilité Hem, de, de prise de conscience avec des choses qui existent et qui sont à portée de main, qu'est la nature et le fait que tout est là et en fait, ça demande juste de s'aligner de faire le choix conscient d'être avec, de s'aligner dans tout ça. Ouais. Tout est là et disponible, à volonté pour tout le monde. Voilà qui est c'est exactement, exactement comme le podcast. Eh bien, on va vous souhaiter une belle semaine, de belles Mmh, fêtes pour ceux qui sont au milieu des fêtes là, mmh, et puis, on se retrouve, pour la suite de nos aventures en 2026 avec grand plaisir. mmh. Merci beaucoup Christophe et puis, ben, tout bientôt pour tout le monde. À très bientôt. Sous les racines du monde ancien,
là où la pierre se souvient. Trois voix veillent dans la nuit profonde, mère du temps, gardienne du monde. Dans la terre, elle murmure pas des mots plus vieux que les pas. Avant les noms, avant les lois, l'origine respire en elle, en moi. Écoute, ce n'est pas un savoir, c'est un appel lent qui traverse le sang. Les mers anciennes dans la terre, dans le temps. Les mers anciennes, elles murmurent doucement. Origine, cycle et silence. Trois souffles, une présence. Les mers anciennes parlent encore maintenant. Dans la flamme qui danse et guérit, Brigitte éveille, éclaire la nuit. Feu du cœur, feu du poème, elle forge l'âme. Quand elle saigne, elle brûle sans jamais détruire. Transforme l'ombre en devenir. Dans le cycle, elle initie au passage du temps. À la vie, laisse faire. Ce n'est pas un combat, c'est un passage lent qui t'attend. Les mers anciennes dans la terre, dans le temps. Les mers anciennes, elles murmurent doucement. Origine, cycle et silence. Trois souffles, une présence. Les mers anciennes parlent encore maintenant. La chair du monde, la chair de la vie. Dans ses mains le fruit, le pain, la patience des jours humains. Elle enseigne sans jamais dire comment rester, comment tenir quand tout s'accélère autour de toi. Elle murmure, reviens à toi. Dans le silence de la nature, quand le vent suspend son murmure, la voix de l'âme se révèle enfin, ni cri ni mot, juste un chemin. Les mers anciennes dans la terre, dans le temps. Les mers anciennes, elles murmurent doucement. Dans la terre, l'origine, dans le cycle, le temps, dans le silence, la voix intime qui te parle maintenant. Écoute, elles n'ont jamais quitté la terre, elles attendent.